propose d'accueillir Arthur Keller, qui est spécialiste des vulnérabilités et risques systémiques et des stratégies de résilience. Vous êtes consultant, formateur, conférencier et auteur, et puis vous êtes aussi le grand architecte d'un programme de 300 propositions pour une transition sociétale de la France vers la résilience. Alors, noir c'est noir, mais de temps en temps il y a un peu de jaune quand même. Anticiper l'inéluctable, je vous propose d'accueillir chaleureusement Arthur Keller, s'il vous plaît. Bonjour à tous et merci d'être ici. Alors effectivement, j'ai envie de dire oui mais, et je ne vais pas exactement porter le même discours que ma prédécesseur. Je vais plutôt m'inscrire, pour être franc, dans la lignée de ce que dit Grégoire. En ce qui me concerne, donc effectivement, bon, vous m'avez présenté, je vous remercie. Effectivement, je suis systémicien. Je m'intéresse à l'analyse systémique des systèmes. Ça fait un petit peu redondant, mais à l'analyse systémique, on va dire. Je vais essayer de proposer aujourd'hui effectivement une vision systémique des choses, c'est-à-dire de sortir des silos disciplinaires, que ce soit de sortir des expertises, et de sortir notamment de l'expertise énergétique à proprement parler. On va parler d'énergie, mais je vais également vous dire ce qui se passe à côté, dans d'autres silos, et on va essayer de relier les points d'une certaine manière. Donc oui, l'énergie, effectivement, est au cœur des enjeux sociétaux de ce siècle. Ça, c'est une absolue certitude, puisque l'énergie, c'est quoi? Ben, c'est la mesure du mouvement et de la transformation du monde. Tout, finalement, n'est qu'énergie. Et donc, que ce soit sous une forme ou une autre, l'énergie est omniprésente, elle le restera par définition même. Aujourd'hui, nous sommes face à pas mal de problématiques, notamment, vous le savez, une problématique climatique, qui a elle-même des implications systémiques, et à l'intérieur de cette question climatique, eh ben oui, il y a une grande importance, une importance prépondérante de la question énergétique, étant donné le couplage extrêmement fort entre l'industrie de production d'énergie d'une part et les émissions de gaz à effet de serre. Seulement voilà, on est coincé entre j'ai envie de vous dire, entre deux problématiques. La première problématique à laquelle on est confronté, c'est qu'on est totalement accro à l'énergie. Il y a une ultra-dépendance, et notamment à une forme d'énergie, qui sont les énergies fossiles. Aujourd'hui, certes, l'électrique, la part de l'électrique augmente, mais elle augmente très légèrement. Donc, comme le disait Grégoire, là, on ne s'était pas coordonné, mais effectivement, je suis absolument d'accord avec lui, parce que ce sont des données officielles qui disent que la part des fossiles dans la production énergétique mondiale est d'environ 85%, et que ça n'a absolument pas changé depuis les années 70. C'est à peu près stable, à 1% près, autour de 85%. Donc le premier problème, c'est qu'on est accro. Le deuxième problème, c'est ça. C'est qu'il est absolument vital et urgent de décarboner. Alors comment on fait quand on est coincé entre ces deux problèmes, entre ces deux constats, notre addiction et ce besoin vital urgent de décarboner? Il y a un rapport qui est paru récemment, qui date d'avril, d'une ONG qui s'appelle Global Witness, qui a montré les projets d'investissement des compagnies pétrolières, gazières et charbonnières dans les années 2000, donc entre 2020 et 2030. Vous savez qu'il y a un fonds vert pour le climat dans lequel on est censé verser, au total, les pays développés censés verser 100 milliards de dollars par an. Et il se trouve qu'on n'y arrive pas. On a beau essayer et promettre, jusqu'à présent, dans les meilleures années, on verse à peu près, je parle de l'ensemble des nations qui doivent mettre de l'argent au pot, on arrive à peu près à 75 milliards de dollars dans les meilleures années. Mais les projets d'investissement des compagnies pétrolières, gazières et charbonnières, pour 2020, c'est 5 000 milliards en 10 ans, donc à peu près 500 milliards par an, pour chercher de nouvelles ressources exploitables de combustibles fossiles. Aujourd'hui, la transition énergétique n'existe pas. Elle n'existe pas. Il y a des variations, il y a des innovations évidemment, il y a des choses qui se développent, même à des taux extrêmement rapides, il faut le dire, et pourtant, globalement, le reste n'est pas stable. C'est pas comme si on avait de l'énergie électrique renouvelable qui se développait et puis le reste reste égal par ailleurs. Le reste se développe aussi. En Chine, on dit la Chine est vraiment à l'avant-garde du développement des énergies renouvelables. C'est vrai. C'est vrai, ils font un travail absolument incroyable de ce côté-là. Et puis derrière, ils développent à fond le charbon. On a en septembre ou octobre dernier, on a des satellites qui nous montrent qu'il y a je ne sais plus combien de dizaines de centrales à charbon qui sont en train d'être construites en Chine, de manière totalement officieuse. La transition énergétique n'existe pas, il n'y a pas de substitution, juste de l'addition de nouvelles capacités de production. Cette addition révèle notre addiction. Et donc, la plupart des innovations aujourd'hui concernent la production d'électricité.
Je veux dire, ici, dans ce salon, je pense que la plupart des exposants vont vous parler de ça sous une forme ou une autre. En tout cas, ça concerne la production électrique. Et ça concerne ce qu'on peut faire en termes de production électrique. Mais la production électrique, c'est une vingtaine de pourcents de la problématique énergétique totale. En France, 23%. En France, le secteur électrique, c'est loin d'être la priorité de la transition énergétique. En fait, la première préoccupation, c'est les transports, de très loin. Et du point de vue des gaz à effet de serre, et du point de vue de notre dépendance. Aujourd'hui, l'intégralité, enfin aujourd'hui, de tout temps, j'ai envie de vous dire, l'intégralité des activités humaines requiert des transports. Et aujourd'hui, au niveau mondial, 97% des transports utilisent du pétrole. Alors certes, on va pouvoir développer d'autres choses, mais on ne va pas pouvoir remplacer le parc existant par un parc électrique. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Il n'y a pas les matériaux pour, il n'y a pas les infrastructures pour. On va pouvoir les développer? Ok, on pourrait. En combien de temps? C'est une question de timing, comme on va le voir. La deuxième préoccupation, c'est le bâtiment. Si on prend par ordre de priorité, en termes de problématiques de gaz à effet de serre, la deuxième préoccupation. Voilà. Donc sur le transport, c'est le pétrole qui est en cause, et sur les bâtiments, c'est surtout le gaz. Je vais vous parler de limites, les limites du système dans lequel on vit. Quand je dis système, c'est la société dans laquelle on vit, avec d'un côté tous les différents éléments du système, c'est-à-dire tout ce qui compose ce système, les individus, les entreprises, les institutions, les territoires, et puis tout ce qui régit les interactions entre ces différents systèmes et sous-systèmes, c'est-à-dire les règles d'interaction qui sont à la fois les lois, les normes, mais également les règles sociales. C'est ce qu'on appelle un système complexe. Et ce système complexe dans lequel on vit, nos sociétés en réalité, ont des limites. Et du coup, quand on comprend ces limites, on comprend aussi la limite de ce qu'on appelle communément des, entre guillemets, solutions. Je vais, pour commencer, vous parler de ça. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. En 1971, le Club de Rome a commandité une étude au MIT à des dynamiciens des systèmes et des physiciens. Et en 1972 a paru le rapport au Club de Rome, The Limits to Growth, qui modélise le système Terre de manière assez simpliste, de manière très simple, hein, en tout cas, il n'y avait que 5 grands paramètres, et qui dit voilà comment évolue un système complexe dans le temps, en partant d'un historique de données depuis 1900. Bon, bref, ils ont fait un certain nombre de scénarios, 12 pour être précis, et sur leurs 12 scénarios, dans 9 des 12 scénarios, il y avait un effondrement. Attention, gros mot, il y avait un effondrement qui se produisait au cours du XXIe siècle. Je définirai l'effondrement un peu plus tard parce que c'est une notion dont il faut se méfier. Spontanément, on voit des Mad Max qui apparaissent dans notre tête et il faut un petit peu faire attention à ce type d'imagerie. Donc j'en reparlerai après. En tout cas, quand ils parlaient d'effondrement, eux, c'était quoi? C'était tout simplement une diminution de la population terrestre assez rapide, population humaine en l'occurrence. Et donc sur leurs 9, je vous disais, sur leurs 12 scénarios, il y en a 9 qui arrivaient à ça. Il y en a 3 où on arrivait à une forme de stabilité, mais pour cela, il fallait faire il fallait rentrer dans une économie de guerre. Il fallait faire une transition extrêmement forte, très rapide, avec une décroissance concertée au niveau mondial et des innovations technologiques absolument formidables dans les années 70. Chose que l'on n'a pas vue. Et aujourd'hui, presque 50 ans plus tard, aujourd'hui, eh bien, il se trouve que les courbes du monde collent très très bien à un de leurs scénarios, qui est le scénario business as usual, c'est-à-dire on ne fait rien, on continue comme avant. Et nous sommes vraiment exactement sur cette trajectoire, à très peu de choses près. Et globalement, cette trajectoire, d'après leur modèle, attention, ce n'est qu'un modèle, dit ça va s'effondrer aux alentours de la moitié de ce siècle. Alors ce n'est qu'un modèle, une fois de plus. Mais en tout cas, c'est une étude extrêmement importante pour qui cherche à comprendre les interactions entre les différents éléments du système dans lequel on vit. Au début des années, il y a quelques années, il y a une étude qui est apparue qui s'appelle la grande accélération, qui montre que dans la manière dont on utilise les ressources de la planète et dans ce qu'on produit, il y a des formes d'exponentielles, plus ou moins, absolument partout dans ce système. Donc c'est ce que certains également appellent l'anthropocène. En tout cas, je préfère ce terme de grande accélération, personnellement, qui définit le début de ce siècle, enfin la fin du précédent et le début de celui-ci. Et aujourd'hui, il y a des limites de cette planète. On peut le ressentir intuitivement quand même, on sent qu'il y a bien des limites physiques, des limites biogéochimiques sur cette planète que nous habitons. Il y a une étude donc, qui date de 2009 du Stockholm Resilience Center qui a essayé d'évaluer les différentes limites qui existent, limites qu'il ne faut pas dépasser pour rester dans une zone d'opération stable, ce qu'ils appellent Safe Operating Space.
pour l'humanité. Il se trouve que selon eux, on a dépassé, alors là sur le schéma c'était 3, mais en réalité aujourd'hui il y a une 4e limite qui a été dépassée. La première limite c'est le changement climatique, on le voit tout en haut, climate change, on est dans le rouge. En fait, sur ce schéma c'est la petite ligne verte qui constitue notre évaluation de ce que serait une limite à ne pas dépasser. Donc on l'a dépassé au niveau du changement climatique, mais on l'a encore plus dépassé en bas à gauche sur la perte de biodiversité, et on l'a également dépassé sur les cycles biogéochimiques, les plus grands cycles, à savoir le cycle de l'azote et le cycle du phosphore. Qu'est-ce qui se passe lorsque un système qui a une limite part en exponentielle? C'est ce qui se passe. Ce qui est en train de se passer, c'est objectif, c'est observable, mesurable même, quantifiable. Qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, ici, ça vient de Limits to Growth, mais en fait ça, ce n'est pas eux qui l'ont inventé, ce sont des choses extrêmement solides dans le champ de la dynamique des systèmes. Lorsqu'on a un système dont l'empreinte écologique, à savoir l'impact que l'on a sur l'environnement, c'est aussi bien les pollutions que l'on rejette, les ressources qu'on utilise et les dégradations qu'on crée à l'environnement. Qu'est-ce qui se passe lorsque cette empreinte écologique augmente de manière apparemment exponentielle, alors qu'on a une biocapacité limitée? La biocapacité, c'est la capacité du système dans lequel on vit à régénérer les ressources qu'on en prélève, à réparer les dégradations qu'on lui cause et à absorber les pollutions qu'on injecte. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 4 possibilités d'évolution d'un système complexe. La première possibilité, c'est en haut à gauche, si on arrive à repousser indéfiniment la limite. On monte cette limite, on la remonte, on la repousse indéfiniment. Ma foi, pourquoi pas? Jusqu'à présent, c'est ce que l'humanité a fait. On a toujours repoussé par les fossiles. On a eu plus d'énergie, donc on était capable d'aller chercher plus de ressources et donc de faire plus de choses. On a eu la révolution verte, on a été capable de multiplier les rendements agricoles du sol, on a repoussé la biocapacité. On n'a pas arrêté de faire ça. Tant qu'on y arrive, on peut continuer de croître. Le problème, c'est que dans le monde réel, on voit bien que ça y est, c'est à peu près fini. J'expliquerai pourquoi, ça s'appelle une loi des rendements décroissants. On n'est plus trop capable de repousser cette biocapacité. Et sauf un Deus ex machina technologique ou autre, ou des aliens qui débarqueraient pour nous faire cadeau de 3 planètes de plus, allez les gars, c'est cadeau. Sauf quelque chose comme ça, sur notre petite planète, on atteint vraiment des limites aujourd'hui. Alors on est en haut à droite. En haut à droite, c'est quoi? Des gens qui disent on va pouvoir rendre tout ça soutenable. Vous savez quoi? On va rester en deçà de la limite. Voilà. Et puis comme ça, on va pouvoir continuer. On va peut-être même, si on continue, là c'est une droite la limite, mais on peut imaginer que ça remonte encore un peu. On va l'augmenter un peu et on va continuer de croître, peut-être un peu moins, mais on va rester sous la limite, donc c'est bon, ça ne s'effondre pas. Ah oui, parce que je vous le dis, si jamais la courbe solide, là, la courbe en noir, dépasse la courbe en pointillé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous l'avez compris, on détruit plus que ça ne peut réparer, on injecte plus que ça ne peut traiter, et on prend plus que ça ne peut produire. Cette chose-là n'est pas soutenable. Et si ça n'est pas soutenable, ça veut dire quoi? Que ça s'effondre, d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas manger plus que ce qu'il y a dans le garde-manger, on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on gagne. C'est aussi bête que ça. Aujourd'hui, donc, il faut rester en dessous de la courbe en pointillé. Donc les gens en haut à droite disent, voilà, on va rester en dessous de cette courbe en pointillé parce qu'ils ont compris qu'il y avait des limites. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la courbe en pointillé, on l'a déjà dépassée depuis longtemps. En fait, depuis les années 70. Si l'on regarde les travaux du Global Footprint Network, qui sont les gens qui ont créé l'indicateur d'empreinte écologique, d'après leurs calculs, on a dépassé en 71. C'est-à-dire que les courbes se sont déjà croisées depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe quand les courbes se croisent? On peut continuer à vivre comme ça, un petit peu hors sol, à produire, à continuer à avoir un flux qui vient de ressources que l'on utilise, mais à mesure qu'on utilise plus que ce que la Terre est capable de renouveler, chaque année on détériore le socle qui fait que cette planète peut durablement produire. On est dans le cas en bas à gauche. En bas à gauche, où à partir du moment où les courbes se croisent, vous voyez que la courbe en pointillé, elle commence à baisser. Et la seule façon de ne pas s'effondrer, c'est vite de faire en sorte que la courbe noire repasse sous la courbe en pointillé. Il n'y a pas d'autre choix. Si on y arrive, alors le système peut se stabiliser et osciller autour d'une position d'équilibre. C'est ce qu'on voit en bas à gauche. Pour pouvoir faire ça, il eût fallu que déjà, il y a un certain temps, nous rentrions dans une grande stratégie de décroissance énergétique et matérielle au niveau mondial. Est-ce qu'on l'a fait? Non. Est-ce qu'on compte le faire? Non. On pourrait peut-être y arriver.
Mais comme on n'a pas l'intention d'essayer, malheureusement, on va se retrouver dans le cas en bas à droite. Et le cas en bas à droite, c'est que plus on insiste sur cette trajectoire de croissance, plus on détériore la biocapacité de la planète. Et de toute façon, qu'on le veuille ou pas, la courbe noire va repasser en dessous de la courbe en pointillé. Le système ne peut pas évoluer différemment. On ne l'a pas voulu, on ne le fera pas volontairement, ça va donc nous être imposé. Aujourd'hui, quand on regarde un organisme vivant, rien ne permet de dire qu'il va mourir. Par extrapolation tendancielle, on regarde un organisme vivant, il n'est jamais mort, par définition, s'il est encore vivant. Et donc, ce n'est pas par extrapolation tendancielle qu'on peut prédire qu'il va mourir. Il n'est jamais mort, pourquoi mourrait-il? Mais on sait qu'il va mourir. Pourquoi on sait qu'il va mourir? Parce que c'est un organisme vivant. Et parce qu'on connaît l'ensemble de la population des organismes vivants. Et on sait qu'un organisme vivant, ça meurt. Notre civilisation. Si on regarde uniquement notre civilisation, pourquoi s'effondrerait-elle? Elle ne s'est jamais effondrée. Enfin, celui qui raconte ça est forcément un hurluberlu, n'est-ce pas? Mais si on regarde l'ensemble des populations des civilisations, il y a bien un truc qui est clair, c'est qu'une civilisation, ça s'effondre. Elles se sont toutes effondrées pour une raison X ou Y avant nous, et aujourd'hui, ceux qui prétendent que ce n'est pas possible, ce serait bien à eux de le prouver. Ce serait bien à eux d'apporter la preuve, et donc, une inversion de la charge de la preuve serait, à mon sens, bienvenue aujourd'hui. Je vais faire un tout petit, je vais faire rapide, je vais vraiment passer rapidement sur les différents, je vais boire un coup, sur les différentes dimensions de la crise dans laquelle on se trouve, et on peut d'ailleurs se demander si c'est vraiment une crise étant quelque chose par définition de passager, mais je vais vous expliquer un petit peu toutes les dimensions de la problématique dans laquelle on est. Et nous allons voir que c'est une problématique systémique. La Terre, le système vivant, le monde vivant, est composé de plusieurs sphères. La première sphère, c'est la lithosphère. La lithosphère, c'est l'enveloppe rigide de la Terre. On en extrait donc évidemment le pétrole. Et alors, sur le problème de pétrole, il y a un problème d'EROI, le Energy Return on Energy Invested, le taux de retour énergétique, ce qu'on est capable de tirer du sol. Aujourd'hui, effectivement, certes, on a un nombre de barils qui est à peu près constant, grâce d'ailleurs au miracle, j'ai presque envie de dire, du gaz de schiste américain, des pétroles de schiste américains, un nombre de barils par jour ou par an qui est à peu près constant. Mais la quantité d'énergie nette disponible pour les sociétés dont on dispose, elle est en chute. Elle descend significativement parce qu'il faut plus d'énergie investie au départ pour aller chercher les barils que l'on retire. Et il en faut de plus en plus. Et donc on a de moins en moins d'énergie. C'est une des premières questions. Il y a des gens qui parlent de pics pétroliers. Aujourd'hui, ils sont un petit peu moqués par beaucoup de gens en disant « du pétrole, il y en a toujours eu, il y en aura toujours ». Et c'est vrai, il y aura toujours du pétrole. On n'aura jamais la dernière goutte de pétrole, ça c'est une certitude. Mais c'est quand même, il y a un problème de stock un petit peu, c'est-à-dire qu'on n'a jamais trouvé aussi peu de pétrole qu'aujourd'hui. On en découvre chaque année le quart de ce qu'on consomme. Et selon l'Agence internationale de l'énergie, il faudrait trouver entre 2 et 3 fois plus de pétrole aujourd'hui, simplement pour compenser le déclin de la production. En réalité, il faudrait trouver 4 Arabies Saoudites avant 2030 pour juste compenser le déclin sur le pétrole. Mais ce n'est pas qu'un problème de flux, c'est surtout qu'un problème de stock, c'est surtout un problème de flux. Comment est-on capable, va-t-on être capable d'assurer le flux dont nos sociétés ont besoin dans les prochaines décennies? C'est une question à la fois géologique, mais surtout technique, industrielle, financière, car évidemment les prix interviennent là-dedans, et géostratégique. Est-on capable, notamment la France, d'assurer ces flux dans les prochaines décennies, sachant qu'on produit moins de 0,5% de notre pétrole, que tout en dépend, entre 91 et 94% de nos transports en dépendent, sachant que que ce pétrole vient de zones qui sont géopolitiquement instables? Je l'ignore. En tout cas, il y a un problème spécifique de transport. Au niveau du charbon, la qualité baisse assez rapidement. Pareil, on peut en tirer une quantité donnée, mais il ne contient pas la même énergie. Le charbon qu'on retire aujourd'hui est beaucoup moins dense énergétiquement que ce qu'on tirait avant. Là aussi, il y a un taux de retour énergétique qui baisse. Les impacts environnementaux, par contre, eux, augmentent. On va dire peut-être qu'on va pouvoir remplacer le pétrole par du charbon, en faisant du coal to liquids, du charbon liquéfié. Ok, mais sauf que jusqu'à présent, on est incapable d'aller chercher le charbon sans pétrole. Les métaux sont utilisés pour l'extraction, pour les renouvelables également, pour toute cette transition énergétique très high-tech dont on nous parle beaucoup, et sur ce salon évidemment. Il y a une électrification du monde, c'est sûr, une sophistication du monde, c'est sûr. De plus en plus de terres rares sont nécessaires, notamment, mais de métaux, et un certain nombre de choses qui sont en raréfaction. On va passer, en réalité, si l'on met des technologies partout, d'une dépendance à l'OPEP à une dépendance à la Chine.
Puis il y a d'autres choses, mais je passe rapidement. On a une pénurie de sable de construction aujourd'hui dans pas mal d'endroits au monde. Singapour est obligé d'importer son sable d'Australie. Or, on en a besoin du sable pour beaucoup de choses, mais notamment pour les panneaux solaires, pour les microprocesseurs, pour le verre aussi, les routes, le béton. Puis le phosphore, c'est un petit peu hors sujet là ici, donc j'en parle, je ne vais pas m'étendre, mais il y a un grave problème également de phosphore. Tout ça, donc comme je le disais, c'est un problème de stock, mais aussi plutôt souvent de flux. Quelques images. D'abord, ça c'est les découvertes de pétrole depuis les années 40. Voilà un petit peu la gueule qu'a cette courbe. Voilà la production aujourd'hui qui évidemment a toujours 40 à 50 ans de retard sur les découvertes. La production de pétrole conventionnel, on a atteint un pic en 2008, selon l'Agence internationale de l'énergie, le peak oil conventionnel était en 2008, mais il y a aussi donc les pétroles non conventionnels et aujourd'hui si on les rajoute à l'équation, la légère descente que l'on voit en pétrole conventionnel est compensée par uniquement et exclusivement les huiles de schiste américaines. Mais les huiles de schiste américaines ne font pas des carburants. C'est du pétrole qu'on ne met pas dans des moteurs. C'est du pétrole qui est extrêmement léger. En tout cas, la grande majorité de ce pétrole est extrêmement léger. C'est ce qu'on appelle des condensats. En fait, c'est comme du gaz liquéfié. Il y a une grosse partie, en tout cas. C'est la raison pour laquelle, malgré leur production incroyable de pétrole aux États-Unis, eh bien, ils importent massivement du pétrole de l'étranger pour leurs voitures. Et c'est également, il y a aussi une autre chose dont je voulais parler, c'est que ce n'est pas une question d'avoir les stocks, ça ne nous met pas à l'abri. Exemple, le Venezuela, qui ont les premiers stocks de pétrole avec le conventionnel et le non conventionnel réunis au niveau mondial et qui est en effondrement malgré ça. J'attire votre attention, juste en passant, sur le fait qu'en Europe, il n'y a vraiment pas beaucoup de pétrole. Voilà, le pétrole fournit, vous pouvez voir, à peu près 35% de l'énergie primaire mondiale, mais il en faut pour à peu près tout le reste. Il n'y a pas que le pétrole qu'on retire du sol, donc on extrait beaucoup de choses. Ça, c'est une excavatrice à godet. On est coincé en fait entre un double étau. Enfin, dans un étau qui a deux parties. La première partie, c'est le flux énergétique. Et ce flux énergétique qui, d'abord, était solaire, depuis qu'on a exploité les stocks d'énergie fossile, maintenant ce flux s'est accéléré grandement. Et de l'autre côté, il y a un autre flux qui est le flux matériel, d'abord basé sur des matériaux renouvelables, et puis qui, évidemment, lui aussi, quand on a commencé à exploiter les stocks d'hydrocarbures, s'est fortement accéléré. Et c'est bien ça, la grande problématique. C'est qu'on a ces deux flux qui s'accélèrent l'un l'autre, comme une double spirale, une double exponentielle qui s'accélère l'une l'autre. On a de plus en plus besoin de pétrole pour aller chercher le pétrole, de plus en plus de pétrole pour aller chercher les métaux. Il faut de plus en plus de métaux pour aller chercher les métaux et de plus en plus de métaux pour aller chercher le pétrole. En réalité, ces deux choses-là sont indiscernables. Si on n'avait que le problème énergétique, je pense qu'on pourrait peut-être le résoudre. Si on n'avait que le problème des matériaux et des métaux, ce serait déjà beaucoup plus difficile. Mais bon, on va savoir. Peut-être qu'on y arriverait si on avait de l'énergie à foison. On pourrait peut-être aller chercher ailleurs que sur Terre. Mais le problème, c'est qu'il y a les deux en même temps. Et ça rend la chose ingérable. J'attire votre attention que si on regarde les minerais, mais en tout cas, il n'y a rien en Europe. L'Europe qui est... Ah non, je croyais que c'était un pointeur laser, mais ça n'en est pas un. Et j'attire votre attention aussi que si on regarde les métaux, il n'y a rien en Europe non plus. La deuxième partie du monde naturel, c'est l'hydrosphère, l'ensemble des eaux de la planète. Je passe très vite parce que ce n'est pas le sujet ici, mais c'est quand même important de balayer une fois de plus les problématiques d'une manière systémique. On a des pollutions et déchets, voilà, des choses comme ça, des choses comme ceci. On a de l'acidification avec, par exemple, la barrière de corail qui est en train de mourir à vitesse grand V. La barrière de corail, c'est 25% de la biodiversité marine. On a du réchauffement, voilà, ça se réchauffe extrêmement vite au niveau des océans, plus... d'une montée des eaux qui est finalement assez constante et qui commence à s'accélérer maintenant. Nous avons une salinisation, voilà, un endroit au Bangladesh qui était une zone cultivée il y a 20 ans et aujourd'hui c'est ça. Un assèchement qu'on observe un petit peu partout. Ce que vous voyez ici, c'est le Rhin en 2018, qui s'est asséché pendant quelques jours à certains endroits. Et nous avons des zones mortes également qui apparaissent, c'est-à-dire des zones anoxiques, sans oxygène, où la vie ne peut pas exister dans les océans, qui se multiplient. On en a toujours eu, hein, c'est pas nouveau, mais là, la vitesse à laquelle ça se développe est assez impressionnante, x4 depuis 1950. La troisième partie du monde naturel, c'est la cryosphère, l'ensemble des glaces de la planète, qu'on voit ici sur une représentation un peu originale. Alors j'ai un scoop, ça fond.
ça fond vachement vite, plus vite que ce qu'on avait prédit dans les modèles. Et en fait, si l'on regarde chaque mois de l'année autour, les différents mois de l'année, si on regarde le volume de la glace arctique, voilà, année après année, comment ce volume évolue. Évidemment, la surface, ça ne suffit pas, il faut regarder le volume, mais même il faut aller plus loin, il faut regarder la densité. Aujourd'hui, les glaces sont de moins en moins denses, de plus en plus comme du granité. Et tout ça fait que la diminution de la quantité de glace est beaucoup plus rapide que juste la diminution de la surface que l'on voit depuis les satellites. Enfin, non, pas enfin, il y en a encore 3. La 4e partie du monde naturel, c'est l'atmosphère. Voilà, et l'atmosphère, on en modifie la composition chimique extrêmement vite, les cycles de l'eau et du carbone, qui sont des cycles vitaux. Et puis, bon, voilà, le climat, évidemment, sort de sa zone de stabilité, sans compter les multiples pollutions en gaz et en particules. Si on regarde l'évolution, la coévolution des courbes de CO2 et de courbes de température, sachant que les deux s'entraînent l'une l'autre, au cours des 800 000 dernières années, voilà ce que ça donne. Donc on voit quand ça monte, ce sont des périodes interglaciaires, et quand c'est bas, c'est-à-dire la plupart du temps, ce sont des périodes glaciaires. La différence entre une période glaciaire et une période interglaciaire, c'est 4 à 5 degrés. En général, les 4 à 5 degrés, quand on est sorti de la dernière période glaciaire et qu'on est rentré dans l'Holocène, qui est la période actuelle, donc là c'est un petit peu vieux, ça remonte, hein, cette vidéo, on a largement dépassé les 400 ppm aujourd'hui, là on est plutôt par là. Lorsqu'on regarde effectivement le passé, eh bien on se rend compte que le passage à 5 degrés de moins qu'aujourd'hui vers aujourd'hui, il s'est fait en 4000 ans environ. Aujourd'hui, on fait la même chose en 200 ans. La différence, c'est qu'en 4000 ans, la faune et la flore ont le temps de migrer et de s'adapter. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas en 200 ans. Accessoirement, on a construit des villes et des routes partout qui empêchent cette migration encore plus, ce qui fait que ça ne sera pas le même scénario en accéléré. Ce n'est pas la même chose du tout. Pas une différence de degré, mais de nature. La biosphère, c'est la 5e dimension du monde vivant. C'est une catastrophe. Voilà, je ne sais pas comment dire. C'est à glacer le sang, c'est une horreur absolue ce qui est en train de se passer au niveau de la biosphère, l'ensemble du vivant. On a, par exemple, 60% des vertébrés qui ont disparu en 44 ans. Donc entre 1970 et 2014, 60% des vertébrés. Ça veut dire les mammifères, terrestres et marins, les poissons, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux. Alors entendons-nous bien, hein, quand on dit qu'ils disparaissent, c'est pas ouf, ils ne disparaissent pas tout seuls. Hein, c'est nos modes de vie qui les font disparaître, et c'est pas du tout un procès d'intention, c'est juste un fait. Nous avons également un tiers des oiseaux de campagne qui a disparu en 15 ans, un taux de disparition des insectes qui est jusqu'à 8 fois plus élevé que celui des vertébrés dont je vous ai parlé. On a 80% des insectes nord-européens qui ont disparu en 30 ans, un invertébré sur 5 qui est menacé d'extinction. Voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On ne le voit pas trop parce qu'on vit dans des villes, et peut-être demain dans des smart cities, on le verra peut-être encore moins, n'empêche que ça, c'est observé, ce n'est pas des théories, c'est des observations. La 6e partie du monde vivant, c'est la pédosphère, l'ensemble des sols. 75% des terres de la planète sont dans un état critique à cause des pratiques agricoles intensives, de l'urbanisation, des activités industrielles. Et les Nations Unies nous ont alertés en février d'un risque de pénurie alimentaire mondiale. Donc ça c'est l'état constaté du monde naturel. Et à côté de ça, on a un monde humain, ce qu'on appelle l'anthroposphère. L'anthroposphère, c'est ça. Bon, voilà, c'est la Terre vue du ciel la nuit. On voit qu'il y a pas mal d'endroits où l'humanité est présente, on va dire, technologiquement parlant. L'anthroposphère, c'est ça, c'est les bateaux, c'est ça, c'est les avions, c'est ça, c'est les constructions, c'est nous, les humains, c'est les déchets, les produits. Il y a une explosion de l'anthroposphère, c'est une croissance exponentielle qui fait que l'empreinte écologique de l'humanité, la courbe en rouge, dépasse aujourd'hui, et comme je vous le disais tout à l'heure, depuis le début des années 70, la capacité de charge. Et donc, nous sommes en déficit écologique, c'est-à-dire nous sommes dans une situation qui est, au sens premier du terme, insoutenable. Question ? Non, pas qu'est-ce qu'on fait, ça on le voit après. D'abord, question, nos sociétés peuvent-elles perdurer quand toutes les composantes du monde naturel, dont nous dépendons, qu'on veuille le voir ou non, que ce soit derrière nos décors ou pas, quand toutes les composantes du monde naturel sont en effondrement, ou en pré-effondrement, ou en atteinte de limites? Non. Ce n'est pas de l'idéologie de ma part que de vous dire que non, ça n'arrivera pas. C'est de la science. Et tout le reste,
On peut développer les smart grids à fond, ça n'empêchera pas ça. C'est juste hors sujet. En tout cas, on est dans l'épaisseur du trait, on agit à la marge. Ça, il faut s'y préparer. Ce qu'on va avoir, c'est une descente énergétique et matérielle, parce que la courbe noire va repasser sous la courbe en pointillé, qu'on le veuille ou pas. La différence, enfin, ce que l'on peut faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on peut essayer de le comprendre, et on peut essayer de l'anticiper, et on peut essayer de manœuvrer cette descente énergétique et matérielle. Il y a deux cas de figure. Soit on se met ensemble à développer des stratégies pour comprendre que ça va se passer quoi que l'on fasse et l'anticiper de manière intelligente et humaine, digne si possible, soit on ne le fait pas, et cette descente énergétique et matérielle nous sera imposée. Dans le chaos, je vous parle de pénurie critique, là. Donc, grosso modo, plus on se croit invincible, moins on se prépare, et moins on se prépare, plus on est vulnérable. Pour compléter et terminer sur la vulnérabilité de nos sociétés, dont on veut volontairement occulter ça, mais je suis désolé, hein, je n'occulte pas. Tout d'abord, toutes nos activités jusqu'au plus vital sont tributaires du bon fonctionnement de chaînes logistiques à flux tendu, totalement hors de notre contrôle, dont 97%, enfin dont toutes nécessitent des transports, pardon, dont 97% utilisent du pétrole. Si vous pensez que notre sécurité alimentaire, énergétique, sanitaire est garantie par l'État ou les collectivités, détrompez-vous. En cas de rupture d'approvisionnement de plus de quelques jours, nous sommes simplement livrés à nous-mêmes. 2. Nous dépendons d'infrastructures, des réseaux électriques, de gaz, d'eau, de transport, de télécommunications, qui eux-mêmes sont tributaires d'un apport permanent d'énergie et de matériaux pour leur fonctionnement et leur maintenance. Par exemple, aux États-Unis, on considère qu'il faudrait débourser environ 4 500 milliards de dollars avant 2025 pour juste réparer les installations qui sont en train de faillir. Ça n'arrivera pas. 3, on a mis des technologies partout, et il y a beaucoup de technologies ici, et c'est super les technologies. On a optimisé le monde, on a créé de super trucs, en plus très euphorisant, parce que c'est génial, quoi. Sauf qu'on a complexifié le monde, et on l'a fragilisé en faisant ça. C'est-à-dire que maintenant, on est vulnérable à des ruptures d'approvisionnement, on est vulnérable à des pannes, on est vulnérable à des attaques, que ce soit des hackers, des cyberterroristes, etc. Et tout un tas de nouvelles menaces qui apparaissent. Et enfin, on est tributaire de marchés financiers qui sont instables. On est quelque part inféodé à un système financier international qui est court-termiste, dont la finalité est à l'antipode de l'intérêt général. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est ça l'avenir? Il n'y aura jamais les ressources pour faire ça. On ne va pas remplacer une ville par une autre. Comment on y va à ça? Parce que ça, on pourrait imaginer construire à la rigueur une ville from scratch ailleurs, quelque part. Pourquoi pas? On pourrait imaginer. Je ne sais pas si on a assez de matériaux, mais on pourrait l'imaginer. Mais c'est Paris, ça. C'est-à-dire remplacer le Paris existant par ça? Non, là, je ne vois pas. Non. C'est juste impossible. Est-ce qu'on va avoir ça partout? Des véhicules autonomes qui roulent tout seuls, électriques évidemment. Sachant que, par exemple, le patron d'Intel nous dit qu'un véhicule autonome, c'est 4 terabits de données par jour, surtout avec les caméras à haute définition. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que si on avait 10 millions de véhicules en circulation, des véhicules électriques autonomes en circulation au niveau mondial, juste 10 millions, en termes de flux de données, ce serait plusieurs dizaines de fois la totalité d'Internet aujourd'hui. Il ne faut pas croire qu'Internet, c'est dématérialisé. Hein. L'impact du numérique, il est absolument énorme. Ça n'arrivera pas. Donc il y a certains endroits où ça va arriver, oui, il y a certaines villes où ils vont en mettre des smart grids, et puis des réseaux autonomes, de véhicules autonomes, évidemment qu'il va y en avoir. Ces endroits-là, ça va être super, ça va être hyper à la pointe, jusqu'au jour où il y aura la grosse panne. Et d'une manière générale, on se trompe de problème. C'est ça que je voulais vous dire, en fait. On se trompe de problème et du coup, on ne risque pas de trouver les bonnes solutions. Le dérèglement climatique, par exemple, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, c'est un symptôme. Je vais vous l'expliquer. Si on modélise la situation, elle se présente comme ça. En amont, on prélève des ressources, au milieu, on les transforme en biens et en services avec de l'énergie, et en aval, on rejette des déchets et des pollutions. Ces déchets, ces pollutions sont liquides, solides ou gazeux. Et parmi les gaz, il y a des gaz à effet de serre.
Et le dérèglement climatique n'est qu'une conséquence du fait que la civilisation est un flux thermodynamique qui transforme la nature en déchets. Un flux qui est trop rapide. Un flux dont le débit est beaucoup trop rapide par rapport à ce que peut encaisser la planète. Il faut décroître le débit de ce flux. Sinon, quoi qu'on fasse, smart grid ou pas, produire de l'électricité, même décarbonée, c'est de l'énergie au service de ce flux. Ce flux qui détruit les conditions de vie sur Terre. Voilà ce que c'est. J'ai oublié de passer à la slide suivante. Voilà. Ça détruit la nature en déchets. Donc, la transition énergétique doit avant tout être une désescalade énergétique. L'avenir sera sobre ou l'avenir sera sombre. Il faut basculer de l'écologie de l'offre, comment on produit les choses, à l'écologie de la demande. Comment on consomme, qu'est-ce qu'on consomme, pourquoi on consomme. La transition énergétique doit être une composante d'une palette de stratégies s'attaquant aux causes primaires, pas simplement aux symptômes. Si demain, nous arrivons à décarboner cette civilisation, et il faut le faire, si on y arrive, on va peut-être soulager la machine climatique. Il faut le faire, vu les implications. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, hein, c'est extrêmement important. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on ne fait que ça, s'attaquer aux symptômes, mais pas à la cause, on va quand même s'effondrer. Simplement, la pression se sera déplacée ailleurs dans le système, sous une autre forme, mais ça reviendra à peu près au même. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? On a des COP. La question climatique est évidemment une question aujourd'hui, c'est certainement celle où il y a une prise de conscience majeure au niveau international. C'est celle qui est la plus exemplaire quelque part à ce niveau-là. On a un sommet multilatéral annuel, on a des milliards investis, on a un marché du carbone, on a des transitions énergétiques dans X pays avec des innovations en veux-tu en voilà, des clean tech, des green tech, des smart tech. On a tout ça. Et pas la moindre inflexion des émissions de gaz à effet de serre. Zéro, même ça continue à monter. Zéro, hein. Et puis, toutes les COP dépendent de la CCNUCC, c'est-à-dire s'inscrivent dans un cadre qui est défini par la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Et dans cette Convention 4, article 3, alinéa 5, il y a écrit ça. L'impératif de croissance économique. Parce que l'on est encore dans cette idée que s'il n'y a pas de croissance, alors on ne peut pas financer des investissements dans ceci, cela, des innovations, des machins qui vont permettre de résoudre le problème. Mais ça, c'est pour se faire plaisir. Ça, c'est une mythologie. Il n'y a rien qui prouve ça. En fait, l'entièreté de l'expérience du monde réel tend à démontrer le contraire jusqu'ici. Alors on peut miser sur le fait que dans l'avenir, on va réussir à faire ce qu'on n'a jamais réussi à faire. Hein. Sauf que pendant ce temps-là, on dilapide des ressources qui ne nous préparent pas à ce qui arrive. Une grande descente énergétique et matérielle. Voilà. COP après COP. On en est à COP 25, là. Et voilà les émissions de gaz à effet de serre. On s'entête dans des stratégies de croissance alors qu'on ne sait pas découpler le PIB, la production de richesse, et voilà. Et donc tu faisais référence tout à l'heure, Grégoire, à l'étude en fait de Hickel et Kallis, là, Giorgos Kallis, qui effectivement tend à démontrer d'une part que pour la question des émissions de gaz à effet de serre, si l'on voulait pouvoir avoir une décroissance des émissions qui permettent une légère décroissance, effectivement, il faut être à une croissance mondiale inférieure à 1%. Si on veut atteindre l'objectif de 1,5 degré, il faut en fait être en dessous de 0,5 points de croissance, selon eux. Et si l'on veut... je me suis trompé. Si l'on veut rester en dessous des 2 degrés, il faut moins d'un 0,5 points de croissance. Et si on voulait atteindre les 1,5 degrés de réchauffement climatique, rester en deçà de ça, ou en tout cas revenir à la fin du siècle en deçà de ça, il faudrait effectivement être en décroissance dès maintenant. Ça, c'est empiriquement leur étude qui a montré sur un certain nombre de ce qui se fait du côté de la consommation de ressources, du côté des émissions de gaz à effet de serre et du côté de l'amélioration de l'efficacité énergétique également. Et la deuxième chose que dit cette étude, c'est qu'en fait, au niveau matériel, parce qu'on parle beaucoup de GES, de gaz à effet de serre, mais il n'y a pas que ça, au niveau matériel, il y a un recouplage énergétique. On est beaucoup moins efficace sur l'usage des matériaux qu'il y a 40 ans. Il nous faut toujours plus de matériaux pour produire 1 point de PIB. Et de ce côté-là, il n'y a pas de découplage. Il n'y a pas une amélioration de notre efficacité à utiliser les matériaux. C'est le contraire qui se passe. Depuis déjà 40 ans, à peu près. Donc on peut se la raconter autant qu'on veut sur notre capacité à découpler dans le futur. Et tout miser, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, miser l'avenir du monde sur cette capacité.
C'est un sacré pari. Et donc voilà, est-ce que ça va s'effondrer? Alors un effondrement, il ne faut pas voir un truc terrible qui arrive du jour au lendemain, un événement, et puis hop, tout de suite c'est Mad Max. Non, c'est pas ça. Enfin, ça pourrait arriver si jamais il y a des fous qui appuient sur certains boutons rouges, mais c'est pas de ça que je parle. Nous, quand on parle d'effondrement ici, on parle de processus. Ce sont des processus complexes, protéiformes, qui prennent beaucoup de... Et ce processus est déjà enclenché. Le processus dont je vous parle est déjà enclenché. L'effondrement du monde naturel, je vous en ai parlé, il est en cours, point. Il est en train de se produire, il est déjà bien avancé. L'effondrement des sociétés humaines, il suit. Il est juste derrière. En fait, c'est quoi l'effondrement? C'est une décroissance subie des flux d'énergie, de biens, de services, de personnes, couplée à une réduction incontrôlée, c'est-à-dire une notion de perte de maîtrise, de la complexité, de la taille des sociétés, et puis des systèmes politiques, et des systèmes administratifs, sociaux, économiques et technologiques. Voilà ce que c'est un effondrement. C'est un processus qui est déjà enclenché. La transition ne peut réussir que si elle se fixe des objectifs physiquement réalistes. Il faut donc anticiper cette descente, pas tenter de l'éviter, c'est trop tard. Je vous le dis, hein, ça fait mal, je sais, mais c'est trop tard. Il aurait fallu que moi j'intervienne là dans cette salle il y a 50 ans, et qu'il y a 50 ans tout le monde dise « Ouais, super, Keller président du monde », et bah, savoir. Enfin, je ne dis pas qu'il aurait fallu que ça arrive, mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il y avait eu une réaction comme ça, mais là, on est trop tard, on arrive trop tard. La différence entre si on se prépare et si on ne se prépare pas, c'est que dans le premier cas, on peut choisir. On peut choisir ce qu'on garde, ce que l'on jette, ce que l'on invente de nouveau, etc. Et si on ne se prépare pas, si on n'anticipe pas, ce qui va se passer, c'est que, une fois de plus, la même décroissance va se produire, mais elle sera subie. Il y a 5 stades de l'effondrement selon Dmitri Orlov, qui est un chercheur américano-russe. Je vais passer très rapidement là-dessus, mais ce qui est important dans ce qu'il dit, c'est que en fait, tout notre système tient quoi? Tient sur quoi? Tient surtout sur une notion extrêmement difficile à saisir, qui est la notion de confiance. S'il y a une perte de confiance dans le système bancaire, alors il peut y avoir un effondrement financier. Suite à cet effondrement financier, il peut y avoir une perte de confiance dans le marché, et là, il peut y avoir un effondrement économique et commercial. Si ça va plus loin, on a une perte de confiance dans les institutions, et ça peut être un effondrement politique. Si ça va plus loin, une perte de confiance dans les solidarités sociales locales, ça devient un effondrement social. C'est à peu près le stade d'effondrement qu'on a eu quand l'URSS s'est effondrée. C'était un effondrement de rang 3 ou 4, selon les analyses. Et puis ça peut aller plus loin, c'était assez rare dans l'histoire, mais il y en a eu quelques cas de perte carrément de confiance en l'humain, et là, on avait un effondrement culturel. En parallèle de tout ça, il y a l'effondrement écologique, bien entendu, dont j'ai déjà parlé. Alors voilà, comment manœuvrer la transition, c'est la troisième partie. Comment manœuvrer la transition? La première chose à faire, c'est ça, c'est déconstruire pas mal de choses. Il y a de nombreuses déconstructions à faire qui sont intérieures, qui requièrent des efforts, mais qui sont libératrices, qui permettent de diminuer les dissonances cognitives, d'une part, ce qui peut-être nous permettra d'être plus heureux, ce qui permet également peut-être de penser out of the box, vraiment de faire un pas de côté et de voir les choses telles qu'elles sont, plutôt que de se réfugier dans ce qui nous plaît. La technologie nous plaît, l'innovation nous plaît, on veut faire ça parce que ça nous plaît, c'est notre outil, on croit qu'il est utile, on veut être utile, alors on fait ça. Il y a un dicton qui dit, alors je vais en parler après, je sais que j'ai une slide pour en parler après, excusez-moi, je me suis emporté. En tout cas, il faut d'abord sortir du déni. Il faut sortir du triomphalisme facile, de principe. Il faut comprendre et admettre qu'on est vulnérable, tout simplement. Il faut passer à une histoire qui s'appelle la résilience. Il n'est plus temps, je suis désolé de vous le dire, mais il n'est plus temps d'essayer de rendre le monde soutenable. Il faut essayer de rendre le monde résilient. Résilient, ça veut dire quoi? Apte à encaisser les chocs systémiques qui viennent, c'est-à-dire apte à rester, enfin ne pas s'effondrer totalement, à protéger les fonctions vitales essentielles lorsque ce choc va se produire. Quand je dis quand il va se produire, une fois de plus, je donne une impression que c'est un événement. Non, ce n'est pas un événement, c'est un processus, ce sera graduel, jusqu'à un certain point. Il y a des gens qui sont gradualistes, qui pensent que ce sera très graduel, et des gens qui pensent que ça va se produire rapidement. Moi, je pense que c'est les deux. Je pense que si on regarde en moyenne mondiale, ce sera graduel. Et je pense qu'à chaque endroit, il y a un moment où ça dévisse. Parce que c'est le cas de tous les systèmes complexes. Quand on applique une pression à un système complexe, il se déforme, il s'adapte, jusqu'à un certain point qui est un seuil de rupture, et là, il s'effondre. Pour devenir résilient, il faut des tampons, c'est-à-dire des stocks, des réserves de nourriture, de matériel, de médicaments, de fournitures essentielles, etc. Il faut avoir ça pour pouvoir passer des caps difficiles, pour pouvoir lisser la courbe. Que ça ne s'effondre pas d'un coup, mais plutôt que ça soit une descente gérable.
il faut des barrières. En fonction de là où on est soumis à des risques qui sont de différentes natures. Il faut connaître les risques auxquels on est soumis. Pour ça, il faut comprendre qu'on n'est pas invulnérable. Il faut évidemment étudier les risques. Et puis, il faut s'y préparer. Par exemple, à Fukushima, les barrières, c'était tout simplement des digues. L'information est importante. Il faut avoir une meilleure information de ce qui se passe, pour pouvoir anticiper sur la courbe, pour pouvoir participer s'il y a un truc bien, pour pouvoir se défendre s'il y a un truc mauvais, etc. Il faut redonder tous les systèmes critiques, ne pas dépendre de quelque chose qui est extrêmement important. Il faut faire tout ça en réseau, pas chacun de son côté, mais vraiment en réseau. Aujourd'hui, il faut avoir une logique de commun. Les ressources essentielles, il faudrait les sortir des logiques de marché pour les protéger. Il faut qu'on crée entre territoires et entre acteurs de la société, entre organisations aussi, une complémentarité et une solidarité. Est-ce qu'on est là-dedans ? Tant qu'on n'est pas là-dedans, ce n'est pas résilient. Il faut également développer des usages efficaces et de la sobriété, c'est évidemment. Donc ça implique de revoir nos besoins. Et revoir nos besoins, ça veut dire quoi ? Ça veut dire arrêter de poser la question « comment ?» La question « comment on fait ?» Ça, c'est le truc des ingénieurs. Ils sont très forts pour trouver le comment. On a un problème, on a identifié le problème, on va résoudre. Non, il faut poser maintenant la question pourquoi on veut faire les choses, dans quel but. Aujourd'hui, il n'y a aucune institution dont la finalité est justement de trouver la finalité de cette société. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de grands débats, de grandes discussions philosophiques sur qu'est-ce qu'on fout là. On est tous dans une course en avant, on y va à fond, tête dans le guidon. Mais pourquoi ? Les ressources précieuses pour l'avenir, c'est avant tout vous, c'est les gens, parce que le pouvoir de visualiser l'avenir d'une collectivité appartient aux individus qui la composent. Il faut une pensée système. Il faut arrêter maintenant d'avoir des experts de différents champs disciplinaires qui vont chacun nous parler en silo et qui disent tous des bêtises, tous. Il faut des experts, il en faut plusieurs par discipline à chaque fois. Et puis ensuite, il faut quelqu'un qui comprend un peu ce que racontent les experts partout. Il faut plusieurs personnes en réalité. Il faut en tirer une synthèse et surtout pas laisser les experts nous dire comment sera l'avenir ou prendre des décisions pour l'avenir, parce qu'ils ne savent rien. Pour un expert, dans son champ de domaine, tout est possible. Il est passionné, il voit les émergences, il se focalise là-dessus, il ne comprend pas les limites du système. Il faut de l'adaptabilité, ça va au-delà de la résilience. La résilience, ce n'est pas revenir à l'état initial. Adaptabilité, parce qu'on sort d'une zone de stabilité, ne serait-ce que pour la question climatique. Il faut une transformabilité des systèmes. Ça va encore plus loin que l'adaptabilité. C'est la capacité carrément à changer les règles d'interaction des éléments du système, changer de la culture donc. Et donc il faut inventer de nouvelles cultures. Ce sont des changements profonds, structurels, culturels, organisationnels. Et ça s'impose. Est-ce qu'on est capable ? On dit qu'on est super intelligents les humains. Est-ce qu'on est capable de faire ça ? Parce que ce n'est pas une question d'intelligence en réalité. C'est une question de courage et de bienveillance. Voilà ce que c'est. Alors est-ce qu'on est courageux ? Est-ce qu'on est bienveillant ? Pour que les changements soient durables, ils doivent se faire en interaction avec d'autres acteurs, de façon, si possible, intergénérationnelle, et avec les écosystèmes, en équilibre avec les autres espèces qui les constituent. Notre anthropocentrisme obsessionnel est un vrai problème dans un monde qui a atteint ses limites. Voilà, il faut un équilibre avec le vivant. Il faut élargir notre cercle de compassion, faire rentrer à l'intérieur peut-être autre chose que simplement nous, notre communauté, ou même, dans le meilleur des cas, l'espèce humaine. Enfin, tout ça, ça se passe sur la sphère des idées. C'est un changement de civilisation. Si on parvient à opérer cette bascule vers un monde d'énergie renouvelable, par exemple, il faut bien se projeter. Car ce que des gens que je trouve excessivement ambitieux, excessivement optimistes et pas du tout lucides, la plupart des gens qui vont vous parler de transition énergétique, si vraiment ça arrivait, même ça, c'est un changement de civilisation. Si on fout des panneaux photovoltaïques, je schématise évidemment, des éoliennes, des hydroliennes partout, c'est un changement de civilisation. Déjà, rien qu'avec ça, on est obligé d'abandonner nos exigences de perpétuelle pilotabilité des réseaux. Et si on veut des réseaux pilotables, ok, très bien, mais on fout du gaz partout, effectivement. Et on fout en l'air le climat, mettant en danger peut-être les conditions même de vie sur Terre, pour le coup, pas de notre vivant sans doute, mais d'ici quelques siècles, millénaires. Donc, rien que ça déjà. Il faut un sursaut. Parce que si vous n'avez pas l'intention de travailler là-dessus, je peux le comprendre, parce que vous n'en avez pas envie, parce que ce n'est pas votre métier, parce que c'est pas... Si vous pensez qu'il faut faire toujours plus en termes de production énergétique, parce que c'est ça qui va nous permettre de je ne sais quoi, moi, ce que je vous dis, c'est que vous allez vous en mordre les ouates.
Cette décroissance, elle est inéluctable. Je parle d'une décroissance énergétique et matérielle. Et comme on ne sait pas découpler, on ne sait pas faire plus de croissance économique avec moins d'énergie et de matériaux, ce sera aussi une décroissance économique. Soit on la prépare, elle peut se préparer et s'aménager, soit on la subit. C'est soit un sursaut juste, soit juste un sursis. Ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est ça. On a des outils en tête. Et on veut que ces outils soient utiles. Alors on fait tout pour qu'ils soient utiles. Il y a un dicton qui dit, si votre seul problème... Pardon, je me trompe, je reprends. Il y a un dicton qui dit, si votre seul outil est un marteau, tout problème ressemble à un clou. C'est exactement ce que l'on fait. On a des outils, on veut qu'ils soient pertinents, on transforme la perception que l'on a des problèmes pour que nos outils apparaissent comme pertinents. La réalité, c'est, je vous l'ai déjà dit, qu'est-ce qui se passe sur la question climatique où il y a pourtant pas mal de mobilisation, pas la moindre inflexion des émissions de gaz à effet de serre, parce que nos outils sont inadaptés. Parce qu'il faudrait adapter les outils et certainement développer de nouveaux outils pour faire face à cette situation plutôt que d'essayer de faire le contraire, ce que l'on fait bêtement. Il faut sortir du solutionnisme, de ce mythe du génie humain qui va tout sauver. Ça n'a jamais été le cas, jamais. Ben si, on peut trouver des exceptions, ça et là, sur des petites problématiques données. Mais globalement, le génie humain n'a jamais sauvé une civilisation. Ce qui sauve la civilisation, c'est de sortir de l'hubris. Il y a les quelques civilisations qui ont réussi à ne pas s'effondrer totalement, ce sont les civilisations qui ont décru, qui se sont adaptées à leur nouvel environnement. Donc, il faut bien comprendre une chose. C'est quoi le solutionnisme, que ce soit par la technologie ou par d'autres choses? Trouver des solutions, c'est quoi? C'est vouloir préserver le système. C'est exactement ce que ça veut dire. On a un problème, on le traite. Pourquoi? Pour que le système continue. On met un pansement, on met une rustine, on fait un petit technofix là, et c'est reparti, et ça continue. Le technosolutionnisme, c'est préserver le système. C'est la finalité même. Elle n'est souvent pas dite, parce qu'on ne se pose pas la question de la finalité, mais c'est le cas. Et maintenant, il va falloir poser la question de pourquoi on fait les choses, et il va falloir remonter aux causes des causes, aux causes primaires, et arrêter de se focaliser sur les symptômes. Ce n'est pas pessimiste comme vision. C'est pas pessimiste. C'est pas défaitiste comme vision. C'est pas défaitiste. Moi, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, mais pas pour la même chose. Je n'ai pas d'espoir pour la prolongation de ce monde-là. J'ai l'espoir que l'on est suffisamment malin pour arriver, pas tous ensemble, hein, évidemment pas 100% des gens, mais pour arriver à créer quelque chose de neuf, qui fasse sens et qui soit résilient. Voilà ce que je crois. Et moi, j'ai vraiment de l'optimisme là-dedans. Et si je suis face à vous aujourd'hui, c'est parce que je ne suis pas un défaitiste. Je dis ça parce que je sais très bien ce qui se passe dans la tête de beaucoup de personnes quand ils m'entendent. C'est « oh, loser ». Et le loser, c'est celui qui ne regarde pas les problèmes en face. Il faut détruire les faux espoirs pour construire des espoirs lucides. Redéfinir l'objet de notre espoir, proposer de nouveaux imaginaires. C'est une nouvelle civilisation. Il faut sortir de cette croissance, fût-elle verte, elle est impossible. Il faut sortir de la marchandisation de la nature. On met un prix sur quelque chose parce que soi-disant ça va lui donner de la valeur, faux. On met un prix sur quelque chose, on déclenche des logiques de spéculation sur cette chose jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ça s'est toujours produit. Des espèces entières sont disparues jusqu'au dernier spécimen parce que les derniers spécimens valaient des millions de dollars. Il faut sortir de ce récit techniciste obsolescent. Nos visions de l'avenir sont archaïques. Même quand les schémas sont très jolis, les dessins sont très beaux, les représentations visuelles. Même quand les technologies sont proprement géniales, et c'est souvent le cas. Malgré tout, la vision de l'avenir au service de laquelle on met ça est simplement une prolongation de vision de l'avenir qu'on a depuis des siècles et qui est aujourd'hui totalement obsolète. Le solutionnisme, je l'ai déjà dit, il faut en sortir. Il faut poser les bonnes questions. Le pourquoi on fait les choses. Pourquoi en 2 mots. C'est bien que ça vienne du bas. Ça serait encore mieux que ça vienne du haut. Hein. S'il jamais il y avait des gens en haut qui facilitaient l'émergence depuis le bas de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de vivre, ça serait bien, mais on ne va peut-être pas trop attendre que ça vienne du haut, donc il faut que ça vienne de nous. Il faut donc un récit parallèle, avec de nouvelles valeurs, des nouvelles règles pour vivre ensemble, des nouveaux savoir-faire qu'il faut développer, mais pas dans la continuité de ce qu'on apprend aujourd'hui. Il faut revoir l'éducation, il faut créer de nouveaux héros qui incarnent tout ça. C'est une œuvre collective et ça engage notre responsabilité. Il faut inspirer autour de nous pour entraîner un changement plus général. La technologie, elle nous fascine, mais elle n'est bénéfique que si elle nous émancipe et ne nous transforme pas en junkies. Que si elle contribue à une décomplexification du monde, plutôt que de rajouter des strates de complexité qui nous rendent de plus en plus dépendants et nous vulnérabilisent. Voilà ce qu'elle fait aujourd'hui la technologie à 99%.
Il faut sortir du piège de la complexité. Parce que sinon, on arrive là-dessus. On arrive sur une loi des rendements décroissants où on rajoute de la complexité, et à un moment, les ajouts, les incréments successifs de complexité arrivent à un seuil de contre-productivité et la société se met de nouveau à... Il y a plus de problèmes qui se créent que de problèmes qu'on est capable de résoudre. C'est ce qui se passe systématiquement quand une civilisation arrive à son terme. Et donc aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, et c'est le déclic ou le déclin. Ça va se passer, je termine là-dessus, dans le faire aussi. Ce n'est pas juste la sphère des idées, c'est aussi la sphère du faire. Il faut baisser la consommation en part absolue. Voilà ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. Ça monte, ça monte, ça monte. Voilà la consommation d'énergie primaire au niveau mondial. Il n'y a aucune transition énergétique, il n'y a que des additions. Il faut reconcevoir des systèmes pour que ce qu'on construit soit régénératif du vivant. Si ce n'est pas régénératif du vivant, ça ne fonctionnera pas. Posez-vous la question dans chaque chose que vous faites, est-ce que ça permet de régénérer le vivant? Si ce n'est pas le cas, ou en tout cas si à minima ce n'est pas neutre, on va dire, ça ne fonctionnera pas. Il faut vivre différemment, fonder de nouvelles sociétés, peut-être en parallèle de ce système insensé, des sociétés libérées de la course au toujours plus. Construire des alternatives inspirantes. Ensemble. Il faut se raconter ces choses-là. Des nouveaux imaginaires, des nouveaux récits. Il faut se poser cette question, que peut-on faire pour vivifier notre communauté et la nature? Et pour tendre vers l'autosuffisance territoriale. Je dis territoriale car tout se joue à l'échelle territoriale. Au-dessus, c'est une usine à gaz, on dépend de chaînes d'approvisionnement de beaucoup trop loin. En deçà, c'est trop petit. On n'a pas la masse critique. Vous faites ça, vous posez cette question-là dans votre organisation, dans votre vie, au niveau personnel, dans votre entourage ou votre communauté, vous créerez des espoirs lucides. Et vous déclencherez des prises de conscience et des réactions. Peut-être, hein, je ne dis pas que c'est magique, mais en tout cas, si vous ne le faites pas, il ne se passera rien. Il faut prendre en compte ce que disent également les jeunes. Il y a le manifeste étudiant pour un réveil écologique avec 30 000 jeunes qui disent, 30 000 étudiants qui disent on ne veut plus travailler pour une entreprise qui ne prend pas en compte l'avenir maintenant et qui ne travaille pas pour un meilleur avenir durable. Donc voilà, j'ai plus que 3 slides. Donc voilà, c'est un sursaut collectif. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Je suis désolé, la gueule de bois est difficile. On a cru, on a voulu, moi aussi, hein, que ce soit possible, qu'on pouvait aller conquérir d'autres mondes ailleurs dans l'univers et je ne sais quoi, mais juste, c'est pas possible. Ça l'aurait peut-être été sous d'autres conditions, je l'ignore. Mais là, c'est plus possible, c'est une question de timing. Il faut comprendre les ordres de grandeur des flux et des stocks. Pour finir donc, je vous invite à décider d'où sont vos priorités. Voilà. À prendre des décisions créatives et ambitieuses. Et à le faire avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie. Merci Arthur Keller. Alors, comme c'est la pause qui est derrière vous et qui va nous permettre de régénérer notre vivant, on a un tout petit poil débordé, mais on peut s'accorder quand même, si vous le souhaitez, établir le dialogue ou le débat avec le conférencier. Donc voilà, je me tournerai volontiers vers vous avec un micro pour que vous puissiez évoquer peut-être vos sentiments. Monsieur, une question. Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour, Alexandre Mignonac du CEA. Donc moi j'ai fait des études dans l'environnement et on m'avait appris le développement durable et le monde soutenable. Donc j'apprends qu'on passe dans la résilience. Et donc quand j'entends résilience, moi j'entends une approche psychologique, toutes ces recherches-là, comment... Qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur cette approche philosophique, psychologique, j'allais dire, parce que c'est de ça dont on parle là, quoi. Non, en fait non, mais je comprends le quiproquo et d'ailleurs je vais clarifier. Donc voilà, c'était ma question. Est-ce que vous connaissez des recherches et des gens qui travaillent sur ces sujets-là? Il y en a un paquet en fait. Mais il faut admettre qu'en France, il n'y a pas grand-chose. Il faut aller surtout dans le monde anglophone. Je vais clarifier 2 choses. Je vais clarifier la notion de soutenabilité ou de durabilité, j'utilise les deux de manière interchangeable, et la notion de résilience. J'ai essayé de l'expliquer, mais manifestement, il y a encore un flou, et c'est normal, parce que la résilience en français, c'est avant tout une notion en résistance des matériaux,
C'est le matériau, on le déforme et il revient à son état d'origine. Et puis ça a été ensuite développé, notamment par Cyrulnik, dans le champ de la psychologie, comme la capacité des gens, effectivement, à subir un choc et à revenir quelque part à leur état initial. Mais là, et je suis désolé, là, effectivement, ce n'est pas cette acception-là du mot résilience, c'est en fait une acception qui est utilisée parmi les gens qui font de la dynamique des systèmes, et c'est effectivement un anglicisme. C'est un anglicisme, et il y a une acception en anglais de la résilience des systèmes qui se définit un peu par ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai basculé un certain nombre de fondamentaux de la résilience. Je vous ai parlé des tampons, je vous ai parlé des barrières, je vous ai parlé de la redondance, etc. Tout ça, ce sont des systèmes, c'est ce qui fait qu'un système est résilient ou ne l'est pas. Il y a tout un tas de choses, et ça va même beaucoup plus loin que ce que j'ai dit là. C'était uniquement les premières notions essentielles là, que j'ai balayées. La notion de résilience d'un système, c'est sa capacité donc, lorsqu'un choc profond, grave, sérieux arrive, sa capacité à se déformer, à s'adapter et ensuite passer à un état B. C'est pas revenir à l'état stable A, c'est évoluer vers un état stable B. Voilà. C'est ça la résilience essentiellement des systèmes. Mais après, comme je le disais, il faut aller plus loin. J'ai rajouté la notion d'adaptabilité ou d'adaptativité, parce qu'on parle de systèmes adaptatifs. Et les systèmes adaptatifs sont des systèmes adaptés quand justement il n'est pas sûr qu'on arrive à un état stable B. Aujourd'hui, la seule chose dont on est certain, une fois de plus, rien que pour la question climatique, c'est qu'on sort de la zone de stabilité climatique qu'on a depuis 11 700 ans, ce qu'on appelle l'Holocène, et que l'on va vers une zone d'instabilité. Donc on quitte un état stable A, on ne sait pas s'il y aura un état stable B. Il sera peut-être dans 10 000 ans, plus peut-être même encore. Donc à notre niveau, pas du tout sûr. Donc il faut la notion d'adaptativité, voire ensuite, en cas de gros choc vraiment qui arriverait à un endroit où tout serait chamboulé, une notion de transformabilité, c'est-à-dire capable de se reconfigurer intégralement. Bon, voilà pour clarifier en tout cas la notion de résilience qui n'est pas dans le champ psychologique. Il faut aller voir pour cela, notamment, il faut lire Joseph Tainter sur l'effondrement des sociétés complexes. Il faut voir les travaux du Post-Carbon Institute aux États-Unis, les travaux de gens comme Richard Heinberg, comme Daniel Lurch, ou comme Nathan Hagens, qui sont 3 personnes absolument brillantes qui travaillent sur ces choses-là. Il faut aller voir également ce que propose le mouvement des villes et territoires en transition, le Transition Network, Transition Towns, qui a été créé par Rob Hopkins. On est en plein dans la résilience, là. Donc voilà, je vous invite à ça. Mais une dernière petite chose, donc, je voudrais également passer juste quelques phrases sur définir la notion de soutenabilité, comme je disais. Parce que vous me dites qu'on vous a enseigné, vous avez appris le développement durable. Voilà. Et il faut savoir une chose, c'est que lorsque des institutions, lorsque aujourd'hui beaucoup même de gens qui enseignent là, le développement durable, lorsque des dirigeants, qui soient politiques, économiques, nous parlent de développement durable, de RSE, de choses qui sont soutenables ou vertes, d'économie verte, ils utilisent le mot durable, la durabilité, dans une de ces acceptions qui est l'acception faible, ce qu'on appelle la durabilité faible. Vous pourrez regarder sur Internet, ça se trouve facilement. La durabilité faible, c'est quoi? C'est la durabilité qui est compatible avec les hypothèses de la théorie néoclassique en économie. Voilà ce que ça veut dire. Les hypothèses de la théorie néoclassique en économie, pour ceux qui ne savent pas, la théorie néoclassique en économie, c'est la théorie dominante, qui est absolument omniprésente dans notre monde économique et politique et institutionnel. Et aujourd'hui, ceux qui ne sont pas alignés avec ça sont considérés comme des hétérodoxes. C'est vraiment l'économisme mainstream qui explique, enfin voilà, qui gère, enfin tous les programmes politiques et tous les modèles macroéconomiques utilisés par les macro-institutions sont basés sur la théorie néoclassique. Et elle dit quoi, cette théorie néoclassique? Enfin, elle dit plein de choses, mais elle se base sur quoi? Elle se base sur des hypothèses qui sont notamment les suivantes, qui sont la concurrence pure et parfaite. Donc tout le monde sur les marchés financiers sont des gens qui sont absolument rigoureux, utilitaristes et qui ont la même connaissance du marché les uns et les autres et n'ont pas d'influence sur le marché eux-mêmes. Enfin, c'est totalement hors sol, c'est une théorie qui est fumeuse. La deuxième chose très importante, c'est les marchés évoluent naturellement vers une position d'équilibre, ce qui est faux, sinon il n'y aurait pas de bulle. Et également une autre partie, surtout c'est celle-là qui nous intéresse ici, qui est la substituabilité des différentes formes de capitaux. Dans la théorie néoclassique, on dit que les types de capitaux différents sont substituables. S'il n'y a plus d'hommes, on les remplacera par des machines, et s'il n'y a plus de machines, on les remplacera par des hommes. Voilà, grosso modo, je schématise, mais c'est à peu près ça que ça dit. Et c'est vrai, et on peut imaginer que jusqu'à un certain point, ça peut tenir la route, dans un monde sans limite. Parce que le problème, c'est que les modèles macroéconomiques en question n'intègrent pas les ressources
un des fondateurs de la théorie classique, qui est à la base de la théorie aujourd'hui néoclassique, c'est Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say a quand même dit, il faut quand même le faire, les ressources naturelles sont infinies, c'est pas le mot, sont illimitées, sont inépuisables, merci. Merci. Les ressources naturelles sont inépuisables, sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Je vous laisse un peu voir à quel point c'est bête. Et pourtant, c'est une des bases fondamentales de la théorie néoclassique en économie. Donc, la substituabilité des différentes formes de matériaux, si maintenant on intègre les ressources et les limites naturelles au schéma, au modèle macroéconomique, ça donne quoi? Ça donne, s'il n'y a plus d'eau potable, on trouvera autre chose qui fait pareil. S'il n'y a plus d'arbres, on trouvera autre chose qui fait pareil. C'est absurde. Tout repose là-dessus. Quand quelqu'un vous parle de soutenabilité, quand quelqu'un d'officiel, c'est la soutenabilité faible qu'il a en tête. Il ne le sait même pas forcément, il ne sait même pas ce que je viens de vous dire nécessairement. Mais moi, je peux vous dire qu'il s'intègre dans ce schéma de pensée-là. Et que la soutenabilité forte, qui est l'autre acception qui a été créée par un économiste qui s'appelle Herman Daly en 1990, c'est-à-dire une soutenabilité qui véritablement intègre les ressources naturelles dans les modèles macroéconomiques et qui aujourd'hui est encore relativement hétérodoxe, notamment les travaux de Gaël Giraud, chef économiste à l'Agence française de développement, qui travaille là-dessus, que c'est donc que cette perception du monde, elle n'existe quasiment pas dans les discours officiels. Voilà, donc développement durable, on parle d'une durabilité faible, c'est-à-dire d'une durabilité qui n'est pas durable, voilà, très clairement. Voilà, il faut être clair là-dessus. Hein. Au premier rang, là, s'il vous plaît. On va vous passer le micro. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Jean Germain. Toute votre présentation très intéressante a quand même en sous-jacent la population. Si la population était constante, le problème serait éliminé. Or, vous ne le citez pas du tout. Est-ce une raison idéologique ou je sais pas. Merci. Je le cite, mais effectivement, je passe très très brièvement dessus. Là, je ne peux pas dire le contraire. Ah oui, vous pouvez rebasculer ou pas? C'est facile? Voilà, oui. Voilà. Donc effectivement, dans ma présentation d'une heure, c'est un quart de slide en haut à droite. Voilà. Et j'ai passé là-dessus très rapidement. La question de la population est extrêmement importante, mais elle est extrêmement sensible et il faut être très nuancé sur cette question. Très nuancé. On ne peut pas dire, on ne peut pas être plus de temps ou moins de temps sur la planète, etc. C'est pas aussi simple parce qu'évidemment, interviennent plein d'autres choses que le nombre de gens. Déjà, il ne faut pas raisonner qu'en humain, on n'est pas la seule espèce, et les autres espèces aussi ont un impact écologique. Enfin, avant qu'on les élimine. Aujourd'hui, il faut savoir quand même, tiens, tenez, je n'ai pas particulièrement insisté là-dessus, mais juste pour ça. Là, sur cette vision des mammifères terrestres au niveau mondial, par masse. On regarde la biomasse, la masse que ça représente. Ce n'est pas le nombre d'individus, c'est la masse. Bon, mais ce qu'on voit, c'est que la partie en bleu, ici, c'est l'humanité. À gauche, c'est le bétail, enfin, c'est les vaches. Ici, ça, c'est les chevaux. Ça, c'est les moutons. Ça, au-dessus, c'est les chèvres. Et ça, là-haut, c'est les porcs. Et les petits points verts qui sont autour, c'est la faune sauvage. C'est ce qui reste. On a éliminé 94% de la faune sauvage en à peu près 2 siècles. Donc, il faut bien s'en rendre compte. Donc, effectivement, c'était une parenthèse que je referme. Déjà, la population, ce n'est pas que la population humaine en théorie. Aujourd'hui, par exemple, la population du bétail est également extrêmement un impact énorme. Bon, mais une fois que ça c'est dit, il y a un véritable... Enfin voilà, le problème, c'est une équation qui s'appelle IPAT. I égale P fois A fois T. I, c'est l'impact qu'on a sur la planète, c'est égal à la population, multiplié par ce qu'on appelle l'affluence, c'est-à-dire le mode de vie, dispendieux ou pas, et fois T. T, c'est une espèce de facteur technologique, c'est grosso modo, c'est l'efficacité avec laquelle on utilise les ressources. Voilà, I égale P fois A fois T. C'est très schématique, elle est un peu conceptuelle, quoi, en fait, cette équation, est un peu théorique, mais elle est intéressante. Parce qu'effectivement, la population est un véritable problème aujourd'hui, mais elle se multiplie avec les autres problèmes, avec le fait qu'on vit comme on vit dans ce monde tel qu'il est, et avec un paramètre technologique qui, certes, permet un certain nombre d'améliorations dans notre capacité d'utiliser les ressources du monde, mais pas tant que ça. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, sur la question des matériaux, eh ben, c'est pas le cas. On est moins bon qu'il y a 40 ans.
Pourquoi? Eh bien parce que la concentration d'un certain nombre de minerais, de métaux, elle a terriblement baissé, et qu'aujourd'hui, pour arriver à avoir un gramme de certains métaux, par exemple, il faut bouger des centaines de tonnes de roches, ce qui demande un investissement monstrueux en camions, en pétrole, etc. Et donc aujourd'hui, on est beaucoup moins efficace dans notre capacité à utiliser les matériaux et les ressources qu'on l'était il y a 40 ans. Donc tout ça, I égale P fois A fois T. Et je termine sur un truc. Oui, il y a un vrai problème de surpopulation, mais ce n'est pas un problème mondial. On ne peut pas dire, sur la Terre, on ne peut pas être 7 milliards, machin. Ça, on frôle l'idéologie quand on arrive là-dessus, parce que ce n'est pas du tout clair. Sur Terre, il y a une multiplication de véritables problèmes démographiques localisés. La surpopulation, c'est surtout un problème localisé. Les villes sont toutes en surpopulation. Une ville, par définition, est en surpopulation. Pourquoi? Parce que la ville, eh bien, elle dépend évidemment d'une empreinte, elle a une empreinte écologique qui dépasse largement la superficie de la ville. Elle est dépendante pour son fonctionnement de flux d'approvisionnement, de camions qui viennent de partout en permanence. Et ça fait que c'est un problème. C'est un problème dans un monde où on n'est pas sûr de pouvoir, comme je le disais, de pouvoir assurer ces flux dans les prochaines décennies. Quand les flux s'arrêtent, que se passe-t-il? Là, c'est une catastrophe. Là, les gens qui vivent en ville ne peuvent plus vivre en ville. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la campagne, mais la campagne ne les attend pas bras ouverts. Donc, il y a un véritable problème. Donc oui, la population est un problème, ça va créer des problèmes, surtout dans les zones de surpopulation localisées, comme les villes, mais aussi les deltas vivriers, par exemple. Très bien, je vous propose de remercier Arthur Keller, s'il vous plaît, et puis de vous retrouver. Merci beaucoup.